cette édition du Grand Journal de Télésignal. Au sommaire, le Sénat de la République en faveur de la tenue d'élections à la fin de cette année. Les parlementaires conditionnent cependant le vote des amendements de la loi électorale à la mise en place d'un conseil électoral provisoire de 9 membres. Journée mondiale des réfugiés ce 20 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme face à l'accroissement du nombre de déplacés dans le monde. Haïti promet de se joindre au mouvement mondial de solidarité pour la protection des droits des réfugiés. Nous parlerons aussi à ce journal de la Happy Hearts Foundation qui a décerné le prix de leadership au président Michel Martelly pour son engagement dans la transformation du pays après le passage du séisme dévastateur de 2010 et aussi pour son appui soutenu à assurer l'avenir d'Haïti à travers l'éducation. Une redevance touristique sera réclamée des visiteurs et passagers détenteurs de passeports étrangers qui débarquent en Haïti à partir du 1er juillet 2014. Et puis clôture ce vendredi de la 20e édition de la foire littéraire baptisée Livre en folie. Organisateurs et partenaires se disent satisfaits des nouveautés apportées cette année. À l'étranger, nous parlerons de l'Ukraine où la proclamation par le président de l'entrée en vigueur immédiate d'une trêve unilatérale d'une semaine vient stopper les combats. Et puis en Espagne, le roi Felipe VI, fraîchement intronisé, se met au travail et prépare sa première visite à l'étranger qui le conduira notamment au Vatican avant la France, le Portugal et le Maroc. Ces titres et d'autres informations vous seront développés dans quelques instants. Rebo a bail pillage pour mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joignant dans sa chair. En puis brancher télévision avec radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis ramasser cadeau sous sa chair Rebo. Wap déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Merci de suivre le développement du journal. Le Sénat de la République ne votera pas les amendements de la loi électorale tant que le Conseil électoral provisoire ne sera pas affiché complet, indique le sénateur Francisco de la Cruz. Réagissant sur la décision du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'annuler le vote du CSPJ sur le remplacement d'un de ses membres au sein du CEP, Francisco de la Cruz dit croire qu'Anel Alexis Joseph agissait sur ordre du chef de l'État qui estime-t-il n'a aucune volonté de réaliser les élections dans le pays cette année. D'un autre côté, le sénateur du département du Centre juge anormal que le CEP ouvre le processus d'inscription parti politique sans l'existence d'une loi électorale. Le sénateur Francisco de la Cruz. Le monde y a changé, il y a même beaucoup de pas. Et nous connaissons que le fait que le CSPJ est contrôlé par l'exécutif, donc pratiquement, et c'est bien dommage, qu'il a une institution indépendante,
mais qui dans l'impossibilité pour qu'il fasse travailler avec toute intégrité, avec toute honnêteté. Donc ça vient faire que nous connaissons que c'est le président Martelly définitivement, il y a un mot d'ordre du président Martelly. Et automatiquement, le président Martelly, il a changé mon nom tout de suite dans le CSPJ. Et nous-mêmes, dans le niveau Sénat, nous disons déjà, nous sommes prêts pour nous capables de voter la loi électorale là, pourvu que un conseil électoral qui est au complet. Le jour qu'on a le conseil électoral au complet, nous sommes prêts à le voter. Est-ce que c'est OPL? On position sénateur. Pas position OPL, c'est position que je pense que tous les sénateurs gagnent, puisque nous avons déjà dit qu'il y a des changements qui opérés pour nous capables de gagner 9 membres au complet. Le Parlement, je peux dire le Parlement, puisque le président du Sénat et le président de la Chambre des députés qui ont décidé, on a envoyé la personne choisie. Mais écoutez, maintenant c'est le CSPJ qu'on attend, que le président dégage et passer l'ordre à CSP, puisque nous connaissons les capables de commander ça, dégager pour nous capables de gagner l'autre membre, et puis c'est fini. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Arnel Alexis Joseph, doit entendre la voix de la raison, souhaite le député de l'Arcaïès, Jean-Dany Duvert. Le parlementaire, membre de la majorité présidentielle à la Chambre basse, le PSP, rend le président du CSPJ responsable de la crise politique actuelle. Le député Duvert invite Arnel Alexis Joseph à se ressaisir afin de permettre la réalisation des élections prévues le 26 octobre prochain. Le député Jean-Dany Duvert au micro d'Yvan Saïd. Et tout autant que ce blocage n'est pas débloqué, si vous me permettez l'expression, voyez-vous, tout autant que ce blocage n'est pas débloqué, nous sommes en situation délicate. Donc je crois que les acteurs doivent faire de l'effort pour résoudre. M. Arnel Joseph doit finir par entendre la raison pour résoudre le problème du Conseil électoral. Et maintenant, au niveau du Sénat, la loi électorale amendée doit être votée. Et puis, à ce moment-là, tête doit vers les élections. Nous enchaînons avec l'opposition qui n'a pas chômé ce 19 juin, hier jeudi, décrété férié par arrêté présidentiel. Ils étaient plusieurs centaines à gagner les rues en vue d'exiger le départ de Michel Martelly et de son équipe, la libération de prisonniers dits politiques et aussi l'organisation d'élections générales anticipées. Suivez ce reportage de Tamara Orion-Garo et de Samus David François. C'est le député Arnel Bélizer, dans une posture du roi Ogoubadagri, machette à la main, qui prend la tête de la manifestation de l'opposition démocratique. Des membres d'organisations de base issus de plusieurs quartiers populaires, au rythme des tambours et des vaccines, occupent la chaussée. Destination, Pétionville, fief du président Martelly. L'objectif reste le même, le départ du chef de l'État et de son équipe. Mais cette fois-ci, avec une nouvelle cible. Le Premier ministre Laurent Lamotte, dont le député de Delma Tabar, farouche opposant au pouvoir en place, réclame la démission et l'arrestation. Martelly, c'est un imbécile à lui. Je dis, le penseur, le voleur, le destructeur, c'est Laurent Lamotte. Nous avons regardé ce qui passe dans le Parlement. Les membres du MOUPOD ont brillé par leur absence à la manifestation. Une défection que le porte-parole du MONOP peine à expliquer. Ce n'est pas des accords qui gagnent ensemble avec nous. Au contraire, la concertation va continuer. Dans le jour tout ensemble entité, qui c'est opposition populaire, qui c'est MOUPOD, qui c'est FOPAC, qui c'est OTAN, nous déjà cassé rendez-vous pour nous chiter ensemble. Cette manifestation, qui s'est achevée sans incident, était une occasion pour les opposants à Michel Martelly de se faire entendre. Les organisateurs annoncent pour la semaine prochaine un autre mouvement avec les mêmes objectifs. Le départ de l'équipe tête calée, la libération des prisonniers politiques et l'organisation d'élections générales anticipées. Une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. C'est autour de ce thème que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a commémoré la Journée mondiale des réfugiés en Haïti. Selon le chef du Bureau national en Haïti, le nombre des réfugiés augmente considérablement dans le monde et leur situation s'aggrave de jour en jour. Soufiane Adjani, qui participait à un séminaire sur la protection des droits des réfugiés, prône la solidarité pour venir en aide aux dizaines de millions de déplacés victimes pour la plupart des conflits armés dans le monde. Reportage Tom Dumont et Wendy Henry. Plus de 51 millions de personnes à protéger à travers le monde, dont 33 millions de déplacés en raison des conflits armés. Ce chiffre est communiqué par le chef du Bureau national pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Haïti. Et en 2014, la situation est telle qu'elle nécessite l'apport de tout un chacun, alerte Soufiane Adjali. Des réfugiés en raison de conflits qui les ont amenés à traverser la frontière internationale de leur pays. Et on a plus de 16 millions de personnes dans cette situation à l'heure actuelle.
La contribution de tous les pays, notamment d'Haïti, pour améliorer le sort de ces millions de réfugiés. Voilà ce que préconise M. Adjali, qui précise en outre que la protection ne relève pas seulement du juridique. La protection, ce n'est pas simplement des lois ou des principes, mais aussi apporter déjà de l'eau, de la nourriture, une maison, un toit. C'est le début de la protection pour redonner espoir à des personnes qui ont tout perdu. Le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a pris au mot le représentant du bureau de l'UNHCR. Nous ne sommes pas en guerre, mais l'instinct de survie oblige bon nombre d'Haïtiens à quitter leur pays, déplore Hertz Oba, qui suggère l'agriculture comme alternative à se déplacer. On a cherché à développer le pays, mais il faut commencer par l'agriculture. Longtemps, tout le monde, c'est là où on a commencé. C'est la richesse pays à Téchita. Vous comprenez? Parce que regardez là, regardez le monde, il est vide, regardez de tous côtés. Et ça qui crée justement que nous avons un bassin versant qui vient bailler leur inondation et puis tout est bouché. À l'occasion du 20 juin, l'UNHCR a choisi le thème suivant. Une seule famille contrainte à l'exil, c'est déjà trop. En Haïti, un séminaire sur la protection internationale et des droits des réfugiés a été organisé à Pétionville. Des agents du service de l'immigration et l'émigration, des représentants des agences des Nations Unies en Haïti y ont pris part. Présente au lancement du séminaire sur la protection internationale et des droits des réfugiés, la ministre chargée des droits humains et de la pauvreté extrême croit que la solidarité est nécessaire en matière de protection des droits des réfugiés. Parallèlement, Marie-Carmel Rosanne-Auguste plaide en faveur de la ratification par Haïti de la Convention internationale sur la patridie. Marie-Carmel Rosanne-Auguste au micro de Tom Dumont et Domaine Thierry. Nous sommes vraiment un. Notre unique chance de salut réside dans une solidarité et une fraternité à toute épreuve. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen, c'est de nous intégrer à la communauté internationale, ratifier tous les traités, toutes les conventions se rapportant au phénomène des réfugiés qui ne cessent d'augmenter, signe flagrant de notre échec jusqu'ici à faire une réalité des beaux idéaux qui servent de pilier à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à toutes les conventions qui en découlent. Cette année fera 30 ans depuis qu'Haïti a adhéré à la Convention du droit des réfugiés de 1951 et au protocole de New York de 1967. Après toutes ces années, nous devons parfaire notre intégration à la communauté internationale. Nous devons y jouer un rôle plus actif en nous impliquant davantage pour faire respecter autant que possible les droits des réfugiés. À ce propos, je m'en voudrais de ne pas profiter de cette tribune pour attirer votre attention sur la nécessité de ratifier la Convention sur la patridie, qui n'est pas sans lien avec celle sur le statut des réfugiés. Elle vise à réglementer le statut des apatrides et à leur garantir la jouissance de leurs droits humains. Elle complète les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de la personne. Il est donc essentiel qu'Haïti la ratifie. Et justement, en parlant de personnes déplacées, la Fédération mondiale de la diaspora haïtienne condamne énergiquement la loi dominicaine sur la naturalisation, connue sous le nom de loi Danilo, et demande le retour inconditionnel de la citoyenneté pour tous les Dominicains dont la nationalité a été révoquée par la sentence 168-13. Dans une note, la Fédération déclare avec des centaines de milliers de sans-papiers dominicains noirs laissés apatrides et leurs enfants empêchés de fréquenter les écoles et de répondre à leurs besoins de base, la loi Medina est l'équivalent d'une prescription d'aspirine pour guérir un cancer métastatique, a déclaré le docteur Bernier Lordan, vice-président de la Fédération mondiale de la diaspora haïtienne. Le regroupement demande instamment à tous les amis d'Haïti, en particulier la communauté des Caraïbes, CARICOM et les pays membres de l'OEA, de convaincre la République dominicaine de respecter les droits de l'homme et ses obligations internationales afin d'éviter des sanctions. Autre point à ce journal, vers le dépôt au Parlement haïtien d'un code maritime régissant le fonctionnement du service maritime et de la navigation d'Haïti, le CEMANA. C'est le directeur général du CEMANA qui en a fait l'annonce ce vendredi lors d'une conférence bilan. Le document soumis au ministère des Travaux publics, Transports et Communications devrait faire l'objet de discussions lors du prochain Conseil des ministres, selon Prévost Éric Junior, qui a par ailleurs évoqué des dispositions visant à faire respecter le quota de 30% de femmes au sein du CEMANA.
Ghana. Les propos de Prévost Éric Junior recueillis par Samus David François. Nous avons besoin de 30% de femmes réellement qui ont une formation dans le domaine maritime, dans le secteur maritime. C'est-à-dire que ce n'est pas femme pour femme, mais c'est femme qui est capitaine bateau, qui connaît et qui est inspecteur de navire, qui connaît réellement jargon secteur maritime. Pour cadre légal, nous avons fait connaître que le code maritime qui depuis plus de 32 ans que ce a existé, c'est un code qui a passé de main en main, côté Grand Pélespère, moi-même, l'homme de dans ces de 2002 à 2004, nous travaillons dans le code ça, nous venons là encore, directeur Normil Bodiab, il travaille sur les tout, jusqu'à ce que nous arrivions, le code là pour faire circuit normal. Eh bien, depuis lundi dernier, nous voyons le ministère public là, c'est un code qui finalisé. Nous voyons le ministère public là, qui va discuter dans le Conseil des ministres et que le Conseil des ministres, après ça, il va déposer dans le Parlement, dans la Chambre des députés ou au Sénat pour voter contre le maritime, pour garder des outils légaux réellement, pour que tout acteur ait règle. Le bureau du ministre délégué à la sécurité énergétique a clôturé ce vendredi un séminaire de 3 jours déroulé sous le thème « Promouvoir l'efficacité énergétique en Haïti ». Atelier qui a réuni notamment des cadres du ministère de la sécurité énergétique, des professeurs à l'université et aussi des universitaires. À la fin de l'activité, le ministre délégué a décerné des certificats aux participants. Selon René Jean Jumeau, aujourd'hui, il est du ressort de l'exécutif de veiller à l'existence d'une législation sur la politique énergétique afin de régulariser ce secteur qui se révèle très prometteur pour le pays. René Jean Jumeau, micro d'Yvon Seïd. Nous commençons à travailler avec eux, de côté exécutif là, pour nous, en parallèle, travailler avec eux, avec partenaires du côté législatif là, pour que nous mettions en place une politique énergétique qui est nécessaire pour créer incitation pour que moun, pour que business et individus en dans le pays d'Haïti appliquent techniques d'économie d'énergie, techniques d'exploitation de l'énergie renouvelable. C'est la seule façon pour que nous assurions un développement réel de techniques, un développement réel donc de énergie renouvelable et développement énergétique dans le pays d'Haïti. C'est mettre en place législation qui pourra encourager les investisseurs, business et secteur public là à appliquer méthode. Deuxième aspect, c'est l'aspect campagne de communication pour parler. Campagne de communication est nécessaire pour motiver les décideurs, en même temps est nécessaire pour éduquer la population à l'utilisation de formes d'énergie qui sont disponibles pour tout le monde, mais le fait que vous ne pas connaissez, il y a tant de solutions énergétiques qui datent déjà de 20, 30 ou 40 ans. Je dis à là, je répète, nous ne sommes pas capables de bloquer nous sur solutions énergétiques qui étaient mises en place le EDH formé en 1970. Il n'est pas possible que nous... Des travaux de curage ont débuté dans la localité de Fort-Mercredi à Carrefour-Feuille ce jeudi à l'initiative du ministère de l'Environnement. Selon le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Nzunaya Bélange Jean-Baptiste, cette activité qui s'étend sur une période de 3 mois s'inscrit dans le cadre du projet visant à protéger les différents ravins du site de mort de l'hôpital. Suivez ce reportage signé Fridjine Vanessa Dolcine et Yvon Seïd. Visiblement, cette localité de Fort-Mercredi ou de Carrefour-Feuille semble impraticable en pleine saison pluvieuse. Dans le souci de limiter les dégâts en cas de forte pluie, le ministère de l'Environnement entame ses travaux de curage. Tracteurs, camions, ouvriers s'activent pour rendre la zone plus accessible. Initiative applaudie par le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Nous, elle est là, qui problème les comptes dans la zone en bas. Eh bien, le gouvernement, comme l'État pour 5E, eh bien, parmi 5E, qui c'est environnement, eh bien, il y a 2 travails qui sont assez importants dans le monde de l'hôpital et qui déjà attaqué. Le travail ça supposé durer 3 mois, mais il faut me dire que si il y a une ambiguïté, si il y a une difficulté dans la route, je pense que ça peut être capable de prendre 2 semaines en plus. Les bassins de rétention et de nouveaux murs de béton seront construits en amont
afin d'éviter le dépôt d'alluvions en aval. Là, après, il y a un bassin de rétention qui a une profondeur de 50 mètres linéaires. Et donc ça, c'est important. C'est une capitale importance pour les gens qui sont dans la zone parce que leur avis, ça compte déborder, qu'on a un problème là. Je ne suis pas technicien en la matière, sauf que je suis capable de dire au bassin de rétention, pour nous expliquer très clairement, c'est un type de travail au fait où elle est en marche escalier. Ça, elle casse force de l'eau, elle vient et elle kembe toute fatra qui sorti en haut et ça nous les alluvions tout, les kembe. Ces jeunes riverains espèrent que ce projet pourrait parallèlement constituer pour eux une nouvelle source de revenus. Oui, on apprécie. Si on ne pas apprécier, on ne pas venir camper, garder de temps en temps. D'autres ravins, comme La Rochelle, Fombrache et Ravine Martelly, situés à Carrefourfeuille, devraient également bénéficier de travaux du même genre. Nous l'avons annoncé en titre, une redevance touristique de 10 $ américains ou canadiens ou 10 € sera réclamée des visiteurs et passagers qui débarquent en Haïti à partir du 1er juillet 2014. C'est ce qu'informe un avis du ministère du Tourisme et des Industries créatives. Cette taxe sera prélevée au guichet d'une banque créée spécialement à cet effet dans les ports et aéroports d'entrée du pays ainsi qu'au niveau des postes frontaliers, indique la note du ministère du Tourisme. Les enfants et ceux qui détiennent un passeport officiel ou diplomatique ne sont pas concernés par cette mesure. Autre point à ce journal, le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a reçu jeudi le prix de leadership de la Happy Hearts Foundation pour son engagement en faveur de la transformation du pays après le passage du séisme dévastateur de janvier 2010 et son appui soutenu à assurer l'avenir d'Haïti à travers l'éducation. Ce prix a été décerné à M. Martelly lors d'un gala organisé à New York, aux États-Unis, en présence de l'ancien président américain Bill Clinton. Michel Martelly était accompagné pour l'occasion du Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte. Également annoncé en titre, comme prévu, la 20e édition de Livre en Folie a eu lieu au parc historique de la Canne-à-Sucre les jeudis 19 et vendredi 20 juin 2014. Ce rendez-vous littéraire, dont Kate Limars était l'invité d'honneur, a réuni 161 auteurs en signature et présenté 1865 titres en vente. Plus qu'une simple tradition annuelle, cette foire s'installe dans la pensée des amants du livre comme l'occasion de faire l'acquisition d'ouvrages à des prix abordables. Michel Depayen et Wendy Henry étaient présents. Suivez leur reportage. Livre en Folie s'affiche en événement majeur depuis maintenant 20 ans. Le parc historique de la Canne-à-Sucre à Tabar lui prête un décor gorgé d'histoire. La foire fait aisément le trait d'union entre tous les acteurs du livre. Le directeur du quotidien Le Nouvelliste, Max Chauvet, justifie le choix d'organiser la 20e fête du livre sur 2 jours cette année. Et nous faisons sur 2 jours pour que nous descendions, diminuer la pression, que nous gagné son événement son seul jour. Et effectivement, on a remarqué dans le parc là, mon à l'aise, j'ai acheté tranquillement. Cette manifestation littéraire qui rassemble tous les domaines de l'édition, du roman à l'essai en passant par la poésie, connaît cette année beaucoup d'innovations. Les organisateurs privilégient les jeunes, à en croire Max Chauvet. Et nous faisons une journée spéciale, plus ou moins pour les jeunes et moins jeunes qui ont un tarif d'entrée plus réduit, pour que nous ayons l'opportunité eux-mêmes pour venir acheter le livre tout. Kate Limars, figure majeure des lettres haïtiennes contemporaines, est l'invité d'honneur de l'édition 2014 de Livre en Folie. L'auteur de L'heure hybride se réjouit de son statut. Que je sois choisi pour être l'écrivain emblématique de ces 20 ans, eh bien pour moi, c'est une très grande satisfaction qui vient couronner, sinon couronner, parce que pour moi, c'est un cheminement, il n'y a pas d'aboutissement. Livre en Folie génère autour du livre une dynamique de rencontres, d'échanges et de détente. Un moment à ne pas manquer pour compléter sa bibliothèque. La 20e édition de Livre en Folie s'est donc clôturée ce vendredi après-midi. Les organisateurs et partenaires, satisfaits des nouveautés apportées cette année, se disent prêts à reconduire l'expérience de 2014. Les propos de Franz Duval et Max Chauvet, organisateurs, au micro de Fridjine Vanessa Dolcine et Wendy Henry. Les 2 dernières années, Livre en Folie était impossible. On ne pouvait pas circuler, on ne pouvait pas acheter, on ne pouvait pas se parler, on ne pouvait pas fonctionner au parc. Je dirais qu'en mettant l'activité sur 2 jours, on a pu faire la décantation. On a pu aussi finir par avoir que des gens qui sont intéressés au livre. C'est la première fois que le ministère nous a rejoints. C'est pour la 20e édition. Le ministère a un slogan, Lire autrement.
Moi, je crois qu'il était temps que le ministère de l'Éducation nationale nous rejoigne. Et je dis, c'est une journée plutôt orientée vers les jeunes. Et moins que les jeunes, ils répondent présent. Ils viennent et même scénario a passé, ils n'ont pas de bousculer, pas de pression. Ils ont regardé, ils ont visité, ils ont acheté. Donc, au niveau de l'atmosphère, c'était beaucoup plus agréable et pour les vendeurs de livres, et pour les organisateurs, et aussi pour les auteurs, je pense. Donc, je pense que formule ça, pour une première fois, je trouve le bien marché. Comme France Duval l'a souligné, le ministère de l'Éducation nationale s'est associé pour la première fois à la grande foire littéraire Livre en folie. Selon le ministre de l'Éducation nationale, cette participation ne visait pas des retombées financières, mais représentait plutôt pour le ministère une occasion de présenter l'ensemble de la documentation que couvre l'institution. Les explications du ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, recueillies par Fridjine Vanessa Dolcine et Wendy Henry. 20e édition Livre en folie. Première participation formelle du ministère de l'Éducation nationale. Bon, il ne faut pas oublier tout son ministère quand même qui a une grosse politique du livre. Là, son ministère a dépensé presque 600 millions de gouttes dans subvention, dotation, livres à travers le pays, notamment pour l'éducation de base en particulier. Il est important pour que nous soyons capables d'assurer que nous, au-delà du fait que nous avons distribué les livres, nous vraiment entrons dans une politique d'homologation, que nous sommes capables de garder ce qu'on fait là. Et toute politique ou activité ou environnement qui permettent que nous reconnaissons des talents, que nous soulignions un travail de production intense qu'a fait. Et surtout, Livre en folie permet que liés écrivains, producteurs, distributeurs, en fait c'est toute la chaîne de l'écrit, c'est important vraiment que le ministère participe. Justement, parlant de nouveautés à Livre en folie, il faut dire que cette année, Livre en folie a su faire des heureux aux côtés de pas mal d'écrivains. Président de la fondation Orchidée, Prima Giordani, a été nommée la gardienne du livre pour son engagement auprès des jeunes, à les motiver, à les initier à la lecture. Suivez Prima Giordani. Moi, c'est Yon, notre gardienne du livre. Nous gagnons 4 normalement, gagnons un garçon et gagnons 3 gardiennes du livre. Et c'est un titre qui, pour moi-même, c'est une appréciation de travail que nous avons fait, promotion que nous avons fait pour le livre, côté que nous portons le désir et le goût du livre, la caille jeune, la caille timoun. Autre information à cette édition, 6 nouveaux boursiers haïtiens ont réussi les épreuves de sélection pour participer à la maîtrise Fulbright 2014-2016 aux États-Unis. Ces professionnels qui évoluent dans différents secteurs de la vie nationale iront renforcer leurs capacités dans 3 secteurs clés, à savoir la santé, l'électromécanique et les politiques publiques. Pamela White, ambassadeur des États-Unis en Haïti, invite les récipiendaires à s'impliquer dans la vie de leur campus. La diplomate espère que ces nouveaux Fulbrighters soient utiles à Haïti à leur retour. Les propos de Pamela White, recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmine Denis. Je vous exhorte, chers boursiers, à vous consacrer à vos études et à vous impliquer également dans des activités de votre campus et vos communautés. Faites-vous des nouveaux amis et profitez de cette opportunité unique d'expérimenter la vie aux États-Unis. Réussir le concours du programme Fulbright n'est pas une chose facile. Cette année, nous avons reçu plus de 100 candidatures et vous êtes les 6 finalistes. Vous êtes ici à cause de vos mérites et vos compétences. De ce fait, nous sommes convaincus que vous allez donner le meilleur de vous-même. Partez, étudiez et revenez, mettre vos compétences au service du développement et la reconstruction d'un Haïti meilleur. Haïti est trop riche pour être pauvre et vous êtes fait partie. Chers boursiers, vous adresse mes plus vives félicitations et je formule mes voix les meilleures pour cette passionnante aventure. Félicitations, bon voyage, bon succès, pays d'Haïti, besoin nous.
Les boursiers s'estiment prêts à aborder le programme de formation Fulbright et expriment leur volonté à mettre leurs futures connaissances au service de leur pays. Suivez tour à tour Donatella Julien et Fénide Ange Beauséjour, toujours au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Jasmine Denis. Grâce au Fulbright, j'irai poursuivre une maîtrise en healthcare management et à mon retour, je compte mettre mes compétences au service de la société, de mon pays, et aussi dans le long terme, fonder un hôpital dans le sud du pays qui est la ville naissance de ma maman. Je compte justement profiter au maximum de cette expérience pour continuer avec cette lutte que j'ai commencée depuis le début de ma carrière, qui est faciliter l'accès aux soins, un accès aux soins de qualité, faciliter l'équité pour l'accès aux soins pour toute la population haïtienne. Notons que le programme américain de bourse Fulbright est l'un des plus respectés et compétitifs à travers le monde. Il contribue à la formation de jeunes professionnels haïtiens depuis 1929. L'académicienne Dany Laferrière, qui a reçu mercredi dernier la distinction de chevalier de l'Ordre national du Québec aux côtés de 34 autres Québécois. Il s'agit de la plus haute marque d'honneur au Québec, fondée il y a 30 ans par René Lévesque, visant à valoriser le travail des citoyens dans des domaines tels l'économie, les sciences, les arts ou les sports, a rappelé le Premier ministre Philippe Couillard, qui a présidé la cérémonie déroulée au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Monsieur Philippe Couillard a fait l'éloge de Dany Laferrière, Canadien d'origine haïtienne, qui a décroché le prix Médicis en 2009 avec son livre intitulé « L'énigme du retour ». Ce qui lui a ouvert les portes de l'Académie française s'est réjoui M. Couillard. De son côté, Dany Laferrière s'est dit très ému de recevoir cette haute distinction au nom du peuple québécois. L'écrivain se dit très reconnaissant envers son pays et son entourage. Et puis, pour refermer notre page d'information locale, soulignons qu'à l'occasion de la fête Dieu, ce 19 juin, hier jeudi donc, plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Port-au-Prince ont organisé leur traditionnelle procession à travers les rues de la capitale. Des ornements floraux, des autels improvisés en plusieurs stations étaient remarqués sur le parcours où plusieurs milliers de chrétiens catholiques ont défilé pour implorer le Seigneur. Le temps d'une pause, on se retrouve pour l'actualité internationale. Sexy! Boula la gueule! Oh! Pour canapé! Ça vous fait quand on joue ça là? Bonheur, t'as un zone fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut t'as passé pour t'en bagage ça. Mon pas même de machine! Ça vous fait caoutchouc! Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les prix machine, baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là! Bonheur, m'a bien oublié là. Depuis c'est caille le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis ti chéri. Qui t'appelle le brick géré? Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon plus c'est nous, l'autre bagage Home Depot. Nous avons Canes Construction, nous sommes plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, des bureaux pour suivre de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâtie ou besoin meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous puis atterrissage nous attendez. Posez, purti.
L'actualité hors de nos frontières, à l'occasion de ce 20 juin, jour mondial des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme sur l'accroissement du nombre de déplacés dans le monde. Un rapport de l'agence onusienne publié ce matin fait état de 51,2 millions de déracinés pour la fin de l'année 2013, un chiffre sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui résulte des conflits courants accompagnés de violations dramatiques des droits de l'homme dans nombre de régions du monde. Suivez ce reportage de Renouze. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de déplacés dans le monde a franchi en 2013 le seuil des 50 millions. C'est 6 millions de personnes en plus que l'année précédente. Le rapport de l'ONU, publié à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, est alarmant. Il pointe du doigt les conflits en Centrafrique, au Soudan du Sud et en Syrie, responsables de déplacements de population massifs. Il y a un sentiment général d'impunité. Les conflits émergent, des violations dramatiques des droits de l'homme apparaissent et la communauté internationale a énormément perdu de sa capacité à empêcher les situations conflictuelles et à les résoudre à temps. Much of its capacity to prevent conflict situations and to timely solve them. Les Afghans et les Syriens constituent de loin les plus importantes populations de réfugiés devant les Somaliens. Ces trois groupes réunis forment plus de la moitié du nombre total de déplacés dans le monde. Les destinations sont multiples. Le Liban est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant, devant la Jordanie, le Tchad et la Mauritanie. Le président ukrainien a proclamé vendredi l'entrée en vigueur immédiate d'une trêve unilatérale d'une semaine, donc jusqu'au 27 juin. Petro Poroshenko a fait l'annonce lors de sa première visite à la région de Donetsk, l'une des bastions des séparatistes où se poursuivent les combats. Des détails avec ce reportage de Renouze. En Ukraine, les autorités viennent d'instaurer un cessez-le-feu pour une durée d'une semaine. L'annonce en a été faite par le président lui-même, Petro Poroshenko, lors d'une visite dans la région de Donetsk. À compter de ce vendredi soir et jusqu'à vendredi prochain, les forces gouvernementales ne pourront pas faire usage de leurs armes. Seule exception, si elles sont attaquées par des groupes séparatistes pro-russes. L'objectif du chef de l'État, c'est d'initier un processus de désarmement et pacifier l'est du pays en proie à des affrontements depuis plus de 2 mois. En Espagne, fraîchement intronisé, Felipe VI se met rapidement au travail. Ce week-end, le nouveau roi a un agenda très chargé. Sa première visite à l'étranger le conduira notamment au Vatican, avant la France, le Portugal et le Maroc. Le roi assistera aussi à l'Assemblée générale des Nations unies où l'Espagne est candidate pour un poste non permanent au Conseil de sécurité. Des détails avec nos confrères de Renouze. Un roi au travail, c'est l'image du jour en Espagne. Felipe VI, au lendemain de sa prestation de serment, a reçu le Premier ministre Mariano Rajoy. À 46 ans, Felipe VI poursuit la tradition instaurée par son père, une rencontre hebdomadaire pour se tenir au courant des affaires de l'Espagne. Le premier événement officiel de Felipe VI sera consacré samedi à une rencontre avec les associations des victimes du terrorisme. L'agenda du nouveau roi installé sur le trône après l'abdication de Juan Carlos est chargé. Sa première visite à l'étranger sera au Vatican, avant la France, le Portugal et le Maroc. En septembre, le roi assistera à l'Assemblée générale des Nations unies, où l'Espagne est candidate pour un poste non permanent au Conseil de sécurité. Felipe VI devra donc séduire à New York. Séduire aussi chez lui, en Espagne. Avec les scandales qui ont ébranlé la maison royale et la crise économique, la monarchie est loin de faire l'unanimité. Voilà qui met fin à cette édition. Le rappel des titres avant de la refermer. Le Sénat de la République en faveur de la tenue d'élections à la fin de cette année. Les parlementaires, les sénateurs conditionnent cependant le vote des amendements de la loi électorale à la mise en place d'un conseil électoral provisoire de 9 membres. Journée mondiale des réfugiés ce 20 juin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme face à l'accroissement du nombre de déplacés dans le monde. Haïti promet de se joindre au mouvement mondial de solidarité pour la protection des droits des réfugiés. La Happy Hearts Foundation décerne le prix de leadership au président Michel Martelly pour son engagement dans la transformation du pays après le passage du séisme dévastateur de 2010 et son appui soutenu à assurer l'avenir d'Haïti à travers l'éducation. Nous avons aussi à cette édition parlé de cette redevance touristique qui sera réclamée
des visiteurs et passagers détenteurs de passeports étrangers qui débarqueront en Haïti à partir du 1er juillet 2014 et également de la clôture ce vendredi de la 20e édition de Livre en Folie. Organisateurs et partenaires de cette foire littéraire se disent satisfaits des nouveautés apportées cette année. À l'échelle internationale, nous nous sommes rendus en Ukraine où a lieu la proclamation par le président de l'entrée en vigueur immédiate d'une trêve unilatérale d'une semaine pour stopper les combats. Et puis en Espagne, le roi Felipe VI, fraîchement intronisé, se met au travail et prépare sa première visite à l'étranger qui le conduira notamment au Vatican avant la France, le Portugal et le Maroc. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi. Excellent week-end.